Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien, vidéo et épisode que je partagerai également sur mon podcast intitulé L'Art des livres. Vous aurez comme d'habitude tous les liens dans la description. Et vous le voyez déjà, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Sidonie Bonnec. Sidonie, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Adrien, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. Je vous invite et je vous reçois. Nous sommes à Rennes et donc je profite de votre passage à Rennes dans votre tournée bretonne. Vous allez aller dans plusieurs librairies pour présenter votre roman, votre premier roman qui s'intitule La fille au père. Je le montre. Voilà, La fille au père, édité chez Albert Michel et que j'ai beaucoup aimé. Voilà, C'est vrai? Je vous le dis, bah oui. Combien de temps vous avez mis à le lire? Parce qu'il y a des gens qui me disent je l'ai dévoré en 2 jours, d'autres en 3 jours. Alors je vous dis la vérité, je l'ai Ouais. lu en une nuit. Record. Parce que je l'ai eu tardivement, cette interview s'est faite un peu dans la précipitation, voilà, dans les derniers moments. Donc, je l'ai lu en une nuit, je l'ai commencé hier soir, je l'ai terminé vers 4 h du matin. Voilà. Mais j'ai l'avantage, et ils le savent, mes abonnés, que je dors assez peu. Donc, c'est vrai que c'est comme ça que j'ai le temps de lire. Puis apparemment, c'était pas trop pénible à lire, si vous avez tenu. Non, c'était vraiment bien. Je pense que j'aurais pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il est quand même conséquent. Il y a à peu près, oui, c'est ça, plus de 300 pages. Ouais. Donc c'est un vrai beau polar, mais pas seulement. Donc on va y revenir. D'ailleurs, non, je ne pense pas qu'on puisse te qualifier de polar. Donc je vais y revenir. C'est dans la catégorie quand même polar, roman noir, mais Ouais. je vous laisse, vous êtes lecteur, spécialiste littéraire, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Alors, l'histoire est celle de la jeune Émilou. Elle est dans l'année de son bac. Elle veut devenir journaliste. Sauf qu'Émilou, il y a un drame qui se passe, ça on peut le dire peut-être au tout début du roman. Sa meilleure amie se suicide. Donc, c'est quelque chose de terrible. Elle le digère très mal. Elle a du mal à faire le deuil. Et puis, une rencontre par hasard le soir des funérailles par une fille qui a vécu en Angleterre, qui a vécu l'expérience de fille au père. Lui dit, voilà, tu devrais peut-être faire ça, ça va te changer, c'est une véritable expérience. Et en plus, tu as besoin d'apprendre l'anglais pour tes études de journaliste, donc ça va t'aider, ça va te propulser à apprendre encore mieux l'anglais. Bon, elle trouve l'idée bonne, donc elle le fait. Et puis en fait, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Elle va arriver dans un endroit idyllique, paradisiaque. Elle vient d'un milieu social très défavorisé, donc elle arrive dans une famille richissime. Donc au début, en fait, elle voit tout l'inverse de ce qu'elle a chez elle, donc tout va bien, mais... Et là, je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire. Petit à petit, en fait, c'est un véritable cauchemar qui s'installe et tout ne va pas du tout se passer comme elle l'aurait voulu, c'est ça, hein. Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, Émilou, elle a 18 ans, elle vit en Bretagne, dans un petit village breton. Comme beaucoup d'adolescents, elle étouffe, mais elle, particulièrement, en plus, elle a une famille qui n'a pas le temps. Ils disent souvent ça, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, et ils doivent travailler, comme beaucoup de gens, hein, ils survivent. Donc, peu de place pour les enfants. Et Émilou, elle en souffre beaucoup, et c'est vrai que quand elle perd sa meilleure amie, qui était un peu son souffle de vie, elle ne sait plus, elle se demande, d'ailleurs, elle lui demande à son enterrement, quand elle voit sa photo, elle lui dit « Et moi, comment je vais me barrer de là ?» C'est fort comme mot, mais c'est ce qu'elle ressent. Et donc, il y a une amie qui lui propose d'aller prendre l'air comme ça de l'autre côté de la Manche et d'aller dans cette famille où elle-même elle est allée. Ça s'est très bien passé. Tu vas faire des goûters sucrés pour des enfants, trop gâtés, mais ça c'est pas grave, ça va te changer. Tu vas faire un peu de ménage et tu vas apprendre l'anglais. Donc Émilou, c'est une adolescente, elle a 18 ans, elle se dit que c'est sa porte de sortie. Et donc, sans réfléchir, elle va foncer. Ses parents ne vont pas vraiment vérifier non plus de quelle famille il s'agit. Puis c'est une époque, c'est vrai, moi-même qui étais fille au père, on ne vérifiait pas vraiment, on y allait, puis on voyait bien ce qui se passait. On était moins prudents qu'aujourd'hui. Oui. Et quand elle arrive là-bas, c'est tout l'inverse de sa vie à elle. C'est pas une maison collée, mais une grande villa, dans une enceinte fermée. Le domaine s'appelle Eden Grove. Ça veut dire bosquet caché en anglais. Donc, on voit déjà les maisons des riches qu'on peut un peu apercevoir, mais en fait, pas vraiment. On peut juste un peu les envier, mais pas trop. Et elle, ça fait écho chez elle. La mère de famille est très jolie, elle a un beau brushing, ils sont très propres sur eux. Et souvent, à cet âge-là, les gens riches, qui portent bien sur eux, sont des gens en qui on peut avoir confiance, un autre monde. Et donc, elle se laisse happer par ce monde. Mais rapidement, comme vous disiez bien, Adrien, son quotidien en fait, va se mettre à boiter, à dévisser. Il y a plein de choses qui vont l'alerter, des petits détails que vous allez découvrir au fil de la lecture. Et en fait, un piège va se fermer petit à petit. Et elle, pour s'en sortir, si elle s'en sort, elle devra déjouer ces pièges et découvrir tous les secrets de cette famille totalement dysfonctionnelle. J'ai plein de choses à vous dire sur ce roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit. Voilà, il y a plein d'étages, je trouve, plein de tiroirs qu'on peut ouvrir à partir de votre roman. C'est ce qu'on peut qualifier de ce que les gens appellent aujourd'hui page turner, c'est-à-dire que voilà, à chaque chapitre, on a envie d'aller au bout, d'aller plus loin,
de savoir qui est la personne la plus louche finalement dans cette famille, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de pas normal. Et très vite, il y a des choses très étranges. Par exemple, pourquoi des parents veulent teindre les cheveux dans une autre couleur de leur enfant, pourquoi ils leur font lire des prières assez particulières, aux paroles très originales, pourquoi l'enfant refuse de lire la prière avec elle. Il y a plein de choses étranges et on ne sait vraiment pas presque jusqu'au dernier chapitre, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Et ce qui se passe, c'est quand même effroyable, c'est tragique. Il y a le petit bandeau que vend Albert Michel qui dit, je ne sais pas si vous le verrez là, vous n'enverrez plus jamais vos filles en Angleterre. C'est déjà un fort, premier hein. indice. Ceci dit, c'est vrai. Moi, Oui. après avoir raconté cette histoire, je Oui. n'avais pas du tout envie Non. d'envoyer ma fille en Angleterre, mais dans ces conditions-là. Dans ces Dans une conditions. famille, évidemment, pas référencée. Bon, ça, c'est pas raisonnable. Oui. Alors, il y a une chose qui m'a marqué notamment, c'est que cette Émilou, elle enfouit en elle une colère profonde. C'est vraiment sur la colère. Avant même déjà que sa meilleure amie se suicide, il y a des expressions, j'ai noté pas mal de citations, des expressions très violentes. Ouais. Il y en a même une que j'ai notée. On sait que le rose est quelque chose d'important, notamment dans les tuiles, dans les couleurs, et vous aussi. Mais elle dit quand même de la Bretagne, j'ai jamais entendu une Bretonne dire ça, ici même le rose est pourri. Il y a des phrases comme ça, d'une violence assez folle. Je m'en fous, moi je suis déjà parti. Cette mélodie, en parlant d'une chanson de Goldman, c'est une saloperie. Il faut que je traverse la Manche. Il y a toute une espèce de citation où elle se rend compte qu'en fait, il faut qu'elle traverse la Manche, qu'elle aille en Angleterre pour qu'on accepte enfin et qu'on conçoive enfin l'idée que, ben oui, elle a travaillé, que ce qu'elle a fait, c'est fort. Elle dit même cette perfection me colle en malaise. Et elle dit même, à un moment donné, que dans cet endroit-là, elle est au-delà de sa colère et qu'elle va pouvoir un peu se libérer de sa fureur. Donc, qu'est-ce qui fait que, avant même qu'elle vive ce drame, puis le cauchemar qui va petit à petit s'installer, qu'est-ce qui fait qu'elle enfouit vraiment cette colère? Et c'est pour ça que je trouve que c'est encore une fois un roman sur la colère, sur l'angoisse, on verra après, mais sur une fille qui est vraiment en mal d'identité. Oui, c'est vrai. C'est la première fois qu'on me pose la question sur la colère, donc c'est hyper intéressant. C'est très juste. C'est Émilou, elle est en colère. Je pense que je suis allée chercher un peu de colère aussi de mon adolescence, parce qu'on en a tous connu, je pense, à différents degrés de cette colère. Parce que c'est dur de devenir adolescent, parce qu'on n'est pas toujours compris, parce qu'on a beaucoup d'espoir et que nos parents, eux, ont déjà un âge plus avancé, ont des préoccupations d'adultes, parfois des soucis. Alors moi, j'ai pas eu la même enfance qu'Émilou, heureusement. Donc mes parents ont eu aussi sans doute leur lot de soucis, mais ils m'ont quand même préservée. Émilou, elle souffre vraiment d'attention et je dis, Morgane, c'est mieux que la famille, on s'est choisi en fait. Parce qu'on ne trouve pas toujours le bonheur dans sa famille, d'où l'important, c'est vrai, d'avoir des amis, d'aimer bien un professeur, une commerçante, un nom, enfin, des personnes qu'on rencontre à l'extérieur. Enfin, c'est important de créer sa propre famille et ses repères. Et donc, elle a toute sa colère de l'adolescente qui a des rêves, et ses rêves, en fait, sont un peu limités parce qu'elle voit qu'elle peut... Enfin, elle a un horizon un peu bouché. Elle se dit, si c'est vivre sous la vie de mes parents, bah, ça me plaît pas. La vie autour d'elle sont des gens modestes et elle rêve d'autre chose, mais elle sait pas exactement de quoi. Puis comment en arriver. Puis on a l'impression que les gens qui sont, par exemple, journalistes, moi aussi j'avais un peu cette impression-là quand j'étais en Bretagne. J'allais à mon lycée à Saint-Malo, je me disais, oui, je veux être journaliste. Enfin, le journalisme ou ce monde-là, c'est peut-être pour les riches, les nantis, les gens qui ont des réseaux. On a cette image-là, et d'ailleurs c'est assez faux, parce qu'on peut tous réussir avec le travail, et il faut savoir que tous les rêves peuvent être réalisés à condition d'être enthousiaste, de travailler et d'avoir au moins une personne qui vous pousse un peu. Mais donc elle est dans cette colère-là, en espèce de... Puis il y a la colère hormonale aussi des adolescents qui deviennent des adultes. Et donc il y a toute cette fureur qui se mêle avec la perte en plus de son ami. Donc là, ça décuple sa fureur et c'est ce qui la pousse à tout plaquer et à partir et à faire cette folie. Donc cette colère, elle vient de là. Et après, quand elle prend le train sous la Manche pour aller à Londres, elle se dit que là, elle va commencer à déposer sa colère et là, elle pourra jouer avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est jouissif parce qu'elle va entrer dans une autre peau. Enfin, elle croit entrer dans une autre peau, mais les gens qui l'ont embauchée n'ont pas décidé d'avoir une autre personne. Ils veulent celle qu'ils avaient repérée, la petite jeune fille faible avec des failles, parce que c'est une fille, c'est une proie facile pour eux. Elle va même jusqu'à dire les pauvres me faisaient chier en Bretagne, mais les riches, c'est pas ma came non plus. Donc en fait, elle est complètement perdue. Oui, c'est vrai.
Mais il y a ces propos, il y a ces Oui, expressions c'est assez. assez violentes. Mais moi, j'aime bien écrire. Mais En fait, oui, ça se voit. ouais, j'aime écrire et dans l'écriture, ce que j'aime, c'est d'avoir la liberté de parler comme je veux. Et je trouve que c'est quelque chose que je défends dans notre pays. On a cette chance et il faut vraiment se rendre compte de pouvoir s'exprimer comme on veut. Je peux m'adresser à vous comme j'ai envie, avec les mots qui me font plaisir. Dans les livres, ils sont publiés, on n'est pas censuré. Et voilà, on peut être une femme qui a l'air douce et sympathique et avoir de la violence en soi, ou en tout cas avoir envie de comprendre la violence, de la détailler, de la comprendre la violence, la duplicité chez les autres, d'explorer des sentiments. Et c'est vrai que je me suis lâchée sans vraiment me forcer, mais je suis heureuse de pouvoir parler de manière haute, forte, et comme ça assez qui prend au col, on peut dire. Vous diriez ça comme ça, Adrien ? Absolument. Enfin, moi, j'ai vraiment noté, vous voyez, encore une fois, j'ai même fait du tri. Non, mais vous avez lu cette nuit, vous avez écrit 15 pages d'interview. Non, c'est pas l'interview, ça, c'est les citations. Vous voyez, c'est les citations que j'ai extraites. Quel boulot. Et donc, je les ai. Et là, il y a du tri. Donc, il y a à peu près 7-8 pages. Et dans ces citations, il y en a beaucoup qui révèlent ce que vous dites là. Donc, en fait, c'est pas un hasard. Ça se voit que c'est quelque chose que vous travaillez, que vous avez voulu, et que ce soit conscient ou inconscient, il y a cette vraie rage, cette fureur qu'il y a dans ce roman, et j'ai trouvé ça passionnant et vraiment bien. Et je ne sais pas si c'est breton, ça, parce que moi, je suis basque d'origine. Oui. Ça s'entend peut-être un peu. Légèrement. Et je ne sais pas si c'est breton, mais j'ai remarqué ça ici. Et j'en parlais il y a 2 jours dans une rencontre à l'Espace Ouest France, ici à Rennes, sur Louis Guillou. Et on en parlait, et les gens autour de la table qui sont spécialistes de Louis Guillou disaient... En fait, Louis Guillou, lorsqu'il était en Bretagne, à Saint-Brieuc, il détestait Saint-Brieuc, il voulait être qu'à Paris. Et lorsqu'il était à Paris, il pensait qu'à une chose, c'était de retourner à Saint-Brieuc. Et j'ai l'impression qu'elle est un peu comme ça. C'est qu'elle déteste tout ce qui l'entoure lorsqu'elle est jeune. Et lorsqu'elle est chez elle, dans ce coin de Bretagne, qu'elle a l'impression d'être paumée, mais pourtant, c'est génial quand on arrive. Et en fait, c'est lorsqu'elle part, et même ensuite, lorsque le récit évolue, il y a tout un passage qui va y avoir bien des années plus tard même, eh bien, elle se rend compte que c'est pas si mal quand même. Et elle a envie quand même d'y retourner. Mais c'est vrai que les Bretons, j'ai toujours entendu dire, et c'est assez vrai parce que je suis bretonne dans ma chair et dans mes origines, que les Bretons, on a toujours un regard vers la mer, donc on a toujours envie de partir, mais je trouve qu'on a aussi toujours un regard aussi quand on est adolescent, en tout cas, vers l'ailleurs, Paris, d'autres régions, d'autres pays. Et donc, et on a besoin d'avoir ça, et c'est une manière aussi de se détacher, je pense, de ses parents, de sa famille, et de se construire. On dit en philosophie, on se pose en s'opposant. Mais c'est vrai que cette déchirure, ce déchirement est un peu nécessaire. Alors, il est plus violent dans son cas parce que elle perd beaucoup de choses. Elle doit faire le deuil de son ami, de son adolescence, de ses rêves. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Mais il y a des adolescents qui vivent ça. Et moi, j'ai vécu en partie ça aussi dans ma jeunesse. Et donc, c'est vrai que j'ai renoué un peu avec cette rage d'antan que j'ai un peu perdue. Mais ça a forgé mon caractère quand même. Et cette rage et cette envie de fuir, de se construire et de découvrir des choses, c'est une sorte de faim aussi, F-A-I-M, et je trouve que c'est indispensable dans la vie. Il faut le transformer en moteur. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je m'en suis servi. Puis ça permet d'écrire des romans. Et c'est un beau roman. Encore une fois, je le dis, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces expressions, toutes ces citations, avec même parfois de la vulgarité, des expressions violentes. Et vraiment, il y a presque dans toutes les descriptions qu'elle fait, même à propos de ses habits, même à propos d'un jardin dont elle dit que le verre est insolent. Non, on ne dit pas que le verre d'un jardin est insolent, mais si, elle le voit avec insolence. Donc, voilà, tout la heurte, elle a fleur de peau. Tout la violente. Et pourtant, je ne veux pas faire croire aux gens que ce roman est un roman seulement violent. Vous êtes capable d'une grande poésie, je trouve. Et j'ai noté, vers la fin de votre roman, quelque chose que je trouve très beau. Le breton, là aussi, on va vite comprendre pourquoi. J'ai hâte de vous entendre. Je suis bien, je flotte, je suis l'eau salée, je suis la myriade de grains de sable, je suis la pluie qui clapote à la surface, je suis le soleil qui se bat pour poindre, je suis tout ça, des cris, je suis très grande, je suis immense, personne ne peut m'attraper, je règne, je suis le paysage, je suis la vie, je suis le monde, en hurlement, le ciel est noir. C'est très beau. J'adore ce passage aussi. Je peux vous dire, j'ai adoré l'écrire. Lorsque j'ai lu, j'ai fait waouh. C'était la fin de la nuit aussi, donc j'ai fait waouh. Waouh, il est 4 heures. Voilà. Mais enfin, j'ai quand même fait waouh. Et ce qui vous caractérise dans tout le roman, c'est ces phrases courtes et percutantes. Et je voulais vous demander si c'était quelque chose de voulu ou si c'était inconscient. J'écris comme ça en fait. Oui. Ouais, je pense que c'est des années de. Après, j'ai retrouvé des nouvelles parce que j'ai toujours écrit des nouvelles noires depuis que j'étais à Rennes. Donc, j'ai même gagné des concours de nouvelles à Rennes, à l'université de Rennes 2. J'adorais ça. Et en fait, j'ai retrouvé ces nouvelles-là. Et en fait, j'ai toujours écrit de manière
Aujourd'hui, on dit à l'os, de manière incisive. Et je pense qu'aussi, c'est 20 ans de journalisme, radio, télé, où on doit écrire vraiment assez oral et assez rapide. Vous voyez, on n'a pas le temps de... Donc, il y a tout ça qui m'a nourri, mais c'est vrai que j'aime bien quand c'est un peu lapidaire, un peu incisif, quand ça coupe un peu. Et j'ai aussi trouvé, je vous parlais tout à l'heure de trouble identitaire. Alors il y a ce trouble identitaire de est-ce que je me sens bien en Bretagne, quel est le rapport à ses origines sociales, à ses origines culturelles, à ses parents. Il y a un vrai trouble identitaire aussi qui est que, en fait, au début du livre, elle arrive, elle s'installe, et petit à petit, elle a un comportement étrange, c'est-à-dire qu'elle se prend presque pour sa famille à un moment donné où elle utilise le maquillage de la mère de famille. Elle est à un moment donné avec les deux garçons qu'elle garde et elle joue à la mère de famille et au père de famille, elle joue même le couple. On lui demande même pourquoi est-ce que tu veux devenir journaliste et elle répond je veux devenir journaliste pour vivre la vie des autres. Une réponse que je n'avais jamais entendue. Ah oui? Non, jamais. C'est pour ça que j'ai voulu devenir journaliste, moi. Ah d'accord. C'est pour vivre 1000 vies. Ah ben voilà, c'est ce C'est la qu'elle première fois répond. que vous entendiez ça, Oui, c'est marrant. vraiment. Et petit à petit, au fur et à mesure du livre, finalement, on lui vole à elle son identité, et on lui vole quelque chose de très intime, qu'on ne va pas révéler, mais c'est plutôt à elle finalement qu'on vole quelque chose à la fin. Bah, c'est brillant comme analyse. Je vous avoue que c'est marrant parce que quand on est autrice quand on est auteur, on écrit mais on n'analyse pas, on n'a pas le recul. Et c'est votre travail, mais c'est fascinant. Moi, je l'ai fait pendant des années à la fac pour d'autres auteurs, mais là, par exemple, ce que vous me dites, c'est limpide, c'est une évidence. Je n'y avais pas pensé, voilà. Mais c'est tout à fait juste. C'est vrai que... En fait, elle n'existe jamais vraiment. Oui, elle n'arrive complètement. Et il n'y a qu'à la fin, vous verrez comment, elle existe. Bon, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça peut être un peu violent. Mais c'est bluffant ce que vous dites. C'est très intéressant. C'est très violent. Il y a certaines scènes sur la fin qui sont très imagées. Vous avez une écriture très imagée et il faut s'accrocher. On ne peut pas faire lire ça à n'importe qui non plus. Pas en dessous de 15 ans, moi je dirais. Non, vous avez raison. 16 ans, c'est ça, 15 ans. C'est un roman à la fois, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé jusque-là, c'est un roman très psychologique, parce qu'on est vraiment tout le temps dans la psychologie de ce personnage, et à la fois il y a un peu de fantastique, de réalisme magique avec la présence de son ami Morgane. Je ne sais pas si vous l'avez, parce que vous avez un truc avec des prénoms quand même. Ah oui? Vous avez à un moment donné toute une analyse sur les Michel. Ah oui? C'est vrai que vous avez raison, moi tous les Michel que j'ai rencontrés, je les ai adorés. Voilà, c'est vrai qu'après on m'a dit, oui, il y a Michel Fourniret. Alors Michel Fourniret, c'est l'exception qui ne confirme pas la règle, non, effectivement. Évidemment. Mais vous avez, oui, je suis assez fascinée par les prénoms. Ben, ça se voit. Vous avez toute une théorie là aussi. Oui, c'est marrant en fait. C'est rigolo. Il y a des moments où on rigole. Donc déjà deux questions. Pourquoi Émilou d'ailleurs? Est-ce que c'est un prénom comme ça que vous avez choisi? Et puis cette Morgane qui est son amie et qui se suicide. Mais pourquoi je posais cette question à la base? C'est parce qu'en fait, on a ce fantôme de Morgane à qui elle écrit tout au long du roman et qui est présent parfois derrière elle. On se demande si vraiment elle la voit, si c'est réel, si c'est un fantasme, si c'est un roman qui devient à moitié fantastique. Ben, je pense que la fenêtre est ouverte et vous avez peut-être fait exprès de la laisser ouverte et peut-être que vous ne la refermerez pas. Mais voilà, on se pose toutes ces questions pendant qu'on vous lit. Et les fantômes, jusqu'à la toute dernière phrase, sont présents. Oui, ben oui, c'est vrai que c'est... alors, j'avoue que je me suis un peu découverte aussi en écrivant ce roman, parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un de très rationnel. Et c'est vrai que j'écris ce personnage de Morgane, qui est sa meilleure amie, qui est décédée, et qui est toujours avec elle. Et ben, pourtant, je l'écris de manière rationnelle. C'est-à-dire que j'ai perdu aussi ma meilleure amie dans des conditions dramatiques quand j'étais adolescente. Et ma meilleure amie est toujours avec moi. C'est-à-dire que, alors je sais bien qu'elle n'est pas là, elle n'est pas dans la pièce, mais disons que je l'ai toujours en moi, je pense à elle. Quand je fais quelque chose de, voilà, je me retourne sur, je me dis, bah tu vois, bah, j'ai écrit ce livre, on adorait écrire, bah tu vois, moi j'ai toujours cette petite pensée. Et pourtant, je trouve ça rationnel parce que je sais très bien, pour moi, les fantômes n'existent pas. Donc vous voyez, c'est très étrange. Alors que quand les gens lisent le livre, tout le monde me dit, c'est incroyable, on me parle souvent de réalisme magique, ce personnage très fort. Et donc, pour moi, bah oui, ce sont des fantômes, mais c'est quelque chose de rationnel pour moi. Donc, c'est un peu étrange, alors que ça n'apparaît pas forcément dans le roman. Voilà. Je ne sais pas si je réponds trop à votre question, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours les... Vous voyez, on écrit, on n'a pas toujours les réponses. Mais je tenais à ce personnage de Morgane, parce que je trouve qu'il est important, et que ça creuse aussi la solitude d'Émilou, qui en fait a pour meilleure amie et pour seule amie une jeune fille morte. Ce qui paraît fou, et parfois on se sent moins seul avec un fantôme qu'avec certains vivants. Parce que son seul contact avec la France, finalement, pendant qu'elle est en Angleterre, c'est cette fille qu'elle ne connaissait pas et qui lui a conseillé d'aller en Angleterre, d'aller avec cette famille, qui lui dit surtout ne lui dis pas qu'on se connaît, parce qu'ils ne veulent pas trop qu'on parle des anciennes filles au père.
On comprend un petit peu pendant le roman pourquoi, surtout, elle ne voulait pas lui dire. Bien sûr. Mais c'est finalement son seul contact, et c'est un contact très distant, très éloigné, parce que c'est pas une amie. Non, Finalement. non. Bah, c'est triste, Elles oui. s'écrivent, mais elle ne la connaît pas forcément. Non, non, et elle est seule en fait. Ce qui Elle est est toute terrible, seule. c'est que Mm. Emilou, elle est seule dans sa vie, seule. Enfin, seule, oui, elle est profondément seule. Et en fait, elle quitte une solitude pour aller dans une prison. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle pense se libérer en allant en Angleterre dans cette famille. Et en fait, elle n'a pas les codes, ce sont des gens dysfonctionnels, l'enceinte est fermée, elle ne pourra pas s'en échapper. Mm. Et en fait, il y a plein de verrous. C'est aussi vraiment le roman d'enfermement, parce qu'il y a plein de verrous qui s'attachent et se ferment autour d'elle, jusqu'à ce qu'elle soit à poings et pieds liés, vous verrez, jusqu'à un point fou. Et comment va-t-elle se libérer de ça? Et donc, moi, c'est un thème qui me... Alors, peut-être c'était une question, mais j'avance peut-être un peu, mais cette question de l'enfermement et de la liberté, ça me travaille beaucoup parce que j'ai été fille au père. Oui. Quand j'avais 22 ans, ça s'est très mal passé. J'ai réussi à fuir au bout de 3 semaines, 1 mois, en mentant. Voilà, le père voulait faire de moi de sa maîtresse. Enfin, la mère était complètement dépassée, dépressive. Heureusement que les enfants étaient adorables, mais enfin, j'ai vite compris qu'il fallait que je parte pour sauver ma peau. Oui. Et en fait, cet enfermement, je l'ai senti de l'intérieur. Et c'est pour ça que le roman est écrit aussi à la première personne, parce que je l'ai senti et que je ne peux le raconter que de l'intérieur de mes entrailles, de mes tripes et de ma frousse, en fait. Et donc cet enfermement, je l'ai goûté. Et d'ailleurs, depuis cette expérience, cette histoire, elle m'est restée vraiment en tête, vraiment cachée, un peu comme une sidération. Vous voyez, c'était un peu là, je la racontais pas souvent. C'est étonnant, j'ai jamais pensé en faire une histoire avant, alors que c'était quand même évident et que j'ai écrit des dizaines d'autres histoires qui n'avaient rien à voir. Oui. Et c'est ressorti, surtout depuis cet enfermement. Chaque jour de ma vie, je savoure ma liberté. Liberté de m'habiller comme je veux, de sortir de chez moi sans qu'on me dise attention, t'as l'autorisation, t'as fait le ménage, tu t'es occupé de machin. Toute cette liberté, en fait, j'en ai été privée pendant plusieurs semaines. Ça m'a tellement terrorisée qu'aujourd'hui, j'ai vraiment ce goût et cet amour de la liberté. C'est pour ça que j'aime la vie plus que tout et que je savoure notre liberté et que je la choisis et que j'en parle parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'on a beaucoup de chance où on vit et où nous sommes, quoi. Et justement, sur l'enfermement, j'imagine qu'on a dû vous le dire plein de fois déjà sur ce roman, mais c'est un roman qu'on peut presque aussi qualifier de gothique, dans le sens où petit à petit, on a l'impression que oui, les portes se ferment alors qu'on a l'impression qu'elle va embrasser quelque chose d'extraordinaire en arrivant en Angleterre, s'ouvrir au monde, rencontrer plein de gens, et puis petit à petit, en fait, on se rend compte qu'elle n'a jamais le droit de sortir, que tout se ferme, que c'est toute cette ambiance presque idyllique, paradisiaque, des familles parfaites, un type absolument jovial et sympathique, en fait, ça s'enferme, comme vous dites, de plus en plus. Et oui, je trouve que ça rentre dans la lignée des romans gothiques de l'enfermement, où au fur et à mesure, on se demande vraiment qu'est-ce qui va lui arriver. Et là aussi, encore une fois, ça ne peut pas se faire comme ça en claquant des doigts, et ça ne peut pas se faire juste en décidant de se dire « allez, moi je vais faire un roman gothique ». Non, il y a votre style, les expressions, les phrases très imagées que vous utilisez, ou l'image de l'enfermement, avec, je notais plein d'exemples, mais l'image de l'enfermement est permise justement par les phrases, et c'est pas seulement, allez, je vais décider de faire de l'enfermement, parce que dans ces cas-là, on s'ennuie, on trouve ça grossier et c'est raté, et c'est pas du tout le cas du vôtre. Mais c'est en fait, j'ai beaucoup travaillé le texte, et en fait, je me suis vraiment amusée. En fait, j'ai une technique d'écriture, enfin, c'est la mienne. J'écrivais un chapitre, j'ai fait un plan, donc chaque chapitre avait une thématique, et à la fin de chaque chapitre, pour que ça fasse un page turner, j'ai essayé, il y avait une accroche, quelque chose qui fait qu'on avait envie de tourner la page. Je me dis, sinon, il y a tellement d'ouvrages, de romans extraordinaires qui existent, qui je suis pour offrir un roman ennuyeux. Donc j'ai vraiment travaillé ça, et j'ai l'impression que vous l'avez vu. Et donc, et j'ai travaillé aussi tous les rebondissements, et je me suis vraiment amusée. C'est un plaisir vraiment d'écrire ça, de verrouiller petit à petit, de me dire, est-ce que j'ai bien mis un verrou là, il n'est pas trop serré, il est comme ça. Alors on va mettre un peu plus fort, un peu plus fort. C'est une sorte d'expérience aussi qu'on fait en se disant, alors maintenant qu'elle est verrouillée, comment va-t-elle s'en sortir? C'est un peu une énigme, une consolance à soi-même. Il faut être fou quand on y pense quand même des choses plus agréables à faire au quotidien. Mais moi, ça m'amusait. Et j'aimais bien explorer comme ça tous ces personnages. Puis ce qui me plaisait aussi, c'est un peu comme, vous voyez, une entomologiste qui va prendre des petits insectes, les mettre sous cloche et regarder comment ils se débrouillent ensemble. J'aimais bien l'idée d'avoir tous ces personnages, la famille, les voisins, les autres filles au père, Emilou, Morgane, son fantôme, et les voir interagir dans cette enceinte fermée, dans ce huis clos. Parce que j'ai toujours été fascinée par le huis clos, l'enfer c'est les autres, quoi, voir comment on interagit tous les uns avec les autres quand on n'a vraiment pas le choix. Et je me suis assez régalée, et c'est vrai que c'est beaucoup de travail de réécriture, de relecture. Ça se sent parce qu'on arrive à bien visualiser. J'ai fait pareil, j'arrivais à essayer de visualiser à quoi il pouvait ressembler.
et tous les personnages ont une importance, tous les personnages, on s'en souvient. Donc on sent vraiment que, encore une fois, c'est pas du hasard, il y a du vrai travail derrière. C'est très agréable à lire. Il y a des moments, comme je dis, poétiques, il y a des moments où on est heurté, il y a des moments où on suffoque parce que les phrases courtes comme ça sont accumulées, s'additionnent et c'est presque nous, comme la narratrice, qui à la fin finissons par être suffoqués. Il y a cette impression qui est très forte. Donc oui, ce côté de l'enfermement, on le sent vraiment bien et ça fait partie vraiment des raisons pour lesquelles on aime ce roman, parce que jusqu'au bout, on se demande réellement comment elle va faire pour s'en sortir, qu'est-ce qui va encore lui arriver, qui peuvent être ses complices, parce qu'il y a d'autres personnages, il y a d'autres jeunes filles au père dans le quartier, on se demande si elles sont complices. Il y en a une où on nous dit bon, qu'elle aurait disparu, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue. Il y a plein de questions qui nous entourent et vous apportez toutes les réponses à la fin. Ah. Et ça, moi, j'aime bien. Voilà, ça, j'aime bien. Ne pas vous laisser sur votre faim. Voilà, parce que ça peut être une qualité, mais en général, c'est quand même rageant lorsqu'on a passé... Moi, j'aime bien en tant que lectrice être récompensée. Exactement. J'ai sué, j'ai vibré, et puis moi, en tant qu'autrice, je suis contente aussi d'avoir... faut un peu faire payer les méchants. Il faut se faire du bien. Ah ben, on va dire qu'ils sont récompensés pour ce qu'ils font. Oui, chacun en prend vraiment, oui, c'est normal. Ça me semble bien normal. Ça se passe plutôt de manière assez juste. Alors forcément, en tant que lecteur, vous doutez bien que ça ne pouvait pas m'échapper, tout l'extrait où vous citez votre bagage littéraire, ah oui, mon petit bagage ce que vous littéraire. aviez amené. Donc je voulais savoir si c'était votre bibliothèque idéale en tant que celle. Alors idéal, j'aurais pu mettre beaucoup d'autres personnes. Oui. Par exemple, j'ai oublié... Bret Easton Ellis, vous mettez? Oui, je mets Bret Easton Ellis, je mets Stephen King évidemment, le patron. Je mets Richard Matheson. J'ai pas mis, mais j'aurais pu mettre... en fait, j'ai mis ce que j'avais apporté à l'époque. Mais j'aurais pu mettre, à l'époque, je lisais Donna Tartt, Virginie Despentes. D'accord, c'est ce que j'allais vous demander. Plutôt la littérature, douce. On y va, quoi. Non, c'est ce que j'allais vous demander, il n'y a pas de littérature française dans le bagage. Alors à cette époque, non. Non, j'ai lu beaucoup de classiques français, donc Oui. je lisais beaucoup. Ah si, j'aurais pu mettre, mais là j'avais déjà bien lu à l'époque, donc je l'avais pas mis, mais Guy de Maupassant, parce que lui sur la folie, l'enfermement, ça c'est formidable. Zola aussi, c'était une énorme claque pour moi. Ah oui. Non, il y a beaucoup d'autres. Barjavel, j'adorais aussi dans un autre genre. Je lis beaucoup, un peu, je lis vraiment de tout, donc c'est un peu dur de faire la bibliothèque idéale, parce que chez moi c'est un mur entier et il faudrait que j'achète un autre appartement pour mettre. C'est un peu dur. Alors vous savez que sur ma chaîne YouTube, il y a un format qui s'appelle justement la bibliothèque idéale, mais c'est 20 questions. On se dit comme ça que 20 questions vers un livre, chouette, je vais pouvoir en dire plein, mais finalement les questions sont difficiles et les choix sont très durs à faire. J'imagine. Mais en tout cas, déjà, on a une partie quand même de votre bibliothèque idéale. Tout est, en fait, ça prend à la gorge, quoi. Et je trouve que c'est des lectures un peu d'adolescentes ou de jeunes adultes parce qu'on explore des choses et qu'on a envie de voir jusqu'où vont les sensations, les écritures, le mal. Et ça, franchement, c'est fascinant. Richard Matheson, c'est toutes des nouvelles. Il écrit énormément de nouvelles. On le lit moins, je trouve, en France que Stephen King. Oui. Et pourtant, il a écrit des récits sur le quotidien qui vrille comme ça, qui va se mettre à boiter, les sables mouvants, la vie qui fond comme ça et qui se délite. C'est extraordinaire. C'est vraiment extrêmement bien écrit, avec des idées aussi dingues, même quand on a envie d'écrire. Ça nourrit l'imaginaire. Alors voilà, ça ferait une bonne prochaine lecture. Avec grand plaisir. Est-ce que, j'imagine que vous êtes également une grande lectrice, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez remarqué, lors de vos périodes d'écriture, est-ce qu'on peut lire en même temps que l'on écrit? Oui, on doit même. On doit. Ah oui, on doit. Parce qu'il y en a qui disent que lorsqu'ils écrivent, lorsqu'ils sont dans des périodes d'écriture, ils n'arrives plus du tout à lire et mettre de côté leur lecture. On ne doit pas. Alors ça doit dépendre des gens. Mais j'avais entendu, peut-être c'est Stephen King dans l'écriture ou je ne sais plus quel écrivain m'avait inspiré en me disant, enfin je l'avais lu, et il disait qu'il n'y avait pas de grand écrivain qui n'était pas un grand lecteur. Peut-être on peut lire avant et après. Mais moi, j'avoue que pendant que j'ai écrit, là, pendant ces 2 ans, j'ai lu plus que jamais et regardé des séries plus que jamais. Qui était lié avec votre roman? Non, même pas forcément, mais parce que ça, en fait, c'est pas pour s'inspirer, mais c'est pour être dans un processus de fiction et d'écriture, de temps long, comme je sortais de 10 ans de journalisme et d'interviews au quotidien. J'avais besoin de me mettre vraiment dans le monde, dans ma bulle, quoi. Et ça me permettait de l'être. Et je lisais beaucoup de littérature, enfin pas littérature générale ou blanche. Et je me suis vraiment régalée à lire des Jean-Baptiste Andréa, Veiller sur elle et tout ce qu'il a écrit, des Diables et des Saints. J'aime vraiment quand l'écriture est sublime. Je me régale des mots, des images, des belles émotions. Et tout ça, ça m'a fait du bien déjà pour le temps d'écriture. Et je pense que c'est important aussi parce que voilà, ça met dans une mélodie, un contexte, un état hyper agréable et propice à la création.
Et autre question sur l'écriture, est-ce que vous pensez, parce que j'ai déjà vu des écrivains dire ça dans leur carnet, tout le monde n'est pas d'accord avec ça évidemment, est-ce que vous pensez qu'on ne peut écrire que sur ce que l'on a vécu? Non. En revanche, je pense qu'on peut écrire sur tout. Mhm. En revanche, moi j'ai adoré utiliser des bribes de ma vie. D'accord. Alors pas que des événements, mais aussi des émotions. D'aller racler comme ça au fond de moi des choses que j'ai depuis longtemps, qui me font mal ou qui m'inquiètent ou qui me portent, et de pouvoir aller racler ces émotions, en faire de la matière pour écrire des personnages, nourrir des personnages, écrire des belles pages. Et ben ça m'a fait plaisir. Et je trouve que, en revanche, pour moi, il n'y a pas il y a pas de bons écrivains qui ne vont pas quand même chercher à l'intérieur. C'est pas complètement extérieur à leur vie, complètement extérieur à leurs émotions. C'est forcément lié un peu à la personnalité, à des choses qui sont des émotions qu'ils ont, je pense, qu'ils ont expérimentées. Ouais. En tout cas, moi, je crée comme ça et je suis en train de préparer le deuxième. Et le deuxième, c'est une histoire complètement différente, mais je suis encore dans la peau de quelqu'un. Et pareil, je suis allée chercher des émotions que j'ai expérimentées, que j'ai entendues chez d'autres, qui me fascinent. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Là, vous faites parler une jeune fille, Ouais. finalement, donc vous pourriez effectivement vous sentir proche, et l'aspect psychologique est tellement important et émotionnel qu'on sent Oui, effectivement que Mais c'est enfoui. Mais c'est ce que j'aime écrire, moi. Et c'est ce Oui. que j'aime lire. C'est ce qui m'intéresse, par exemple, en tant qu'intervieweuse. Où Oui. j'adore les autres. J'adore en quelques secondes me dire alors à qui j'ai affaire, comment je vais mettre la personne à l'aise, Oui. qu'est-ce qu'on peut. Et puis en discutant, on voit les failles, la sensibilité. Là, c'est fascinant. Moi, je suis Oui, fascinée oui. par l'être humain, quoi. Je suis C'est d'accord avec vous. mon objet d'étude. Vous êtes à la bonne place. Oui. On est à la Je bonne fais pas place. ça aussi bien, mais Aussi, vous êtes c'est- très bon intervieweur. Ah bah c'est gentil. Ouais. D'ailleurs, vous avez Très une bon émission lecteur aussi. commune avec Olivier Mine, Oui. qui je sais est un grand lecteur, parce que Oui, je vois que bien sur sûr. mon compte Twitter, parfois il aime et il me partage même des Ah. tweets, donc je sais que pour avoir échangé juste quelques mots avec lui, c'est un immense garçon passionné de lecture. Très cultivé de Oui. lecture, de cinéma, et c'est un très bon écrivain aussi. Et oui, il a écrit un Ouais. livre sur un acteur, c'est ça? Exactement, et puis un roman formidable sur le Château Marmont, Exactement. passionnant à lire, Mm. et j'ai hâte de lire ses prochains. Super. Bon, j'espère Super que- écrivain. Oui, bon, très bien. Bah, écoutez, on arrive à la fin de C'est cette formidable, interview, on ça s'est vous dit va? plein de choses. Bon, c'était formidable, Voilà. passionnant. Alors Ouais, je ouais. refais Merci la beaucoup pour cette publicité bonne interview. merci à vous. La fille au père, donc chez Albert Michel. Regardez, j'ai très envie de faire comme ça. Je sais pas comment on peut faire. Ah oui, Vous voyez. ah, mais ça peut être la couverture, la vignette de la vidéo YouTube, ça, Pas ça peut mal, être ça. un truc sympa. Et puis vous le reconnaîtrez vite parce que nos amis anglais nous en voudront pas. Hein. Voilà, vous n'en Est-ce que verrez je vais plus pouvoir y jamais au retourner, fil vous de croyez, temps. en Vous Angleterre? n'allez peut-être pas être J'ai traduite de suite. pas essayé tout de suite. Mais bon, avec. Merci beaucoup en tout cas pour cette Je vous en formidable prie. interview. Donc, vous retrouverez également ce livre dont j'en ferai une chronique sur Radio Rennes. Vous la trouverez également sur mon podcast L'Art des Livres. Et puis, je pense que j'en parlerai également sur Instagram, sur Twitter et sur mon blog sur lequel j'irai un peu plus loin. Et je profiterai de compiler d'autres citations pour que vous puissiez voir à quel point ce que je disais tout à l'heure, à la fois ce style violent, déchirant, mais poétique, je n'en dis pas plus. Merci beaucoup, beaucoup. Sidonie Bonnet. Et bonne lecture, et allez dormir cette nuit. Hein. Oui, Dormir, oui, c'est important. c'est gentil. Lire, c'est bien, dormir, c'est bien aussi. Absolument. Merci, au revoir. Merci, au revoir Adrien, au revoir à tous.